Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Dans cet épisode bonus, nous nous trouvons en compagnie de Mayana pour parler essentiellement de yoga, une activité très complémentaire de l'Ayurveda et qui est souvent recommandée lorsque vous souhaitez adopter un mode de vie équilibré et sain. À la fin de cet épisode, Mayana nous offre un instant de méditation et de relaxation totale. Si vous êtes au volant de votre voiture, il faudra alors suspendre l'écoute du podcast et vous réserver ce moment pour plus tard, quand vous pourrez vous allonger tranquillement dans un endroit chaud, douillet et confortable pour bénéficier d'un instant de détente rien que pour vous. Bonne écoute! Bonjour Mayana. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast Ayurveda. Donc Mayana, tu es ma prof de yoga sur Dax depuis que j'ai découvert ton studio qui s'appelle Life en octobre dernier. Et nous nous avons d'ailleurs proposé toutes les deux des ateliers autour du yoga et de l'Ayurveda. Le dernier atelier était sur la gestion du stress et nous avons passé une super journée à partager nos pratiques et nos conseils avec les participants. J'ai adoré aussi. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le yoga ? Alors, ma rencontre avec le yoga, ça a commencé au tout début en France, mais j'avais pas accroché. J'avais pas spécialement aimé yoga, donc je m'attendais pas du tout un jour à être prof de yoga. Et en fait, j'ai fait un parcours, j'ai été infirmière pendant 5 ou 6 ans, et quand j'étais infirmière, j'ai travaillé en hôpital psychiatrique et je devais faire des ateliers, entre autres de méditation, etc. Donc, du coup, j'ai dû me former à la méditation thérapeutique, j'ai dû me former à certaines techniques, par exemple d'ateliers de groupe, etc. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à toutes ces techniques. Ma mère aussi étant sophrologue, réflexologue, j'ai toujours un peu baigné quand même là-dedans. Et c'est au final quand je suis partie en Australie parce que je voulais apprendre l'anglais pour faire des formations en tant que je voulais devenir professeur en fait de méditation et sauf qu'il y avait pas grand-chose en France et donc je me suis dit je vais carrément aller à la source pour la méditation thérapeutique. Donc c'était avec Jon Kabat-Zinn par exemple aux États-Unis. Donc il fallait vraiment que j'apprenne l'anglais. Donc voilà, je suis partie en Australie et là dans mon école d'anglais, il y a une prof, une brésilienne incroyable qui a donné des cours de yoga tôt le matin. Et là, je suis tombée amoureuse, complètement amoureuse du yoga. C'était quel type de yoga, du coup ? C'était du hatha. C'était du hatha et on faisait ça en plus dans le parc. Alors, sauf qu'en Australie, il y a des fourmis qui te piquent, donc c'était vraiment sympathique. mais c'était... je voyais qu'elle respirait yoga, que c'était pas juste postural, qu'il y avait toute une philosophie derrière. Moi, ça faisait des années que je m'intéressais, que toutes mes lectures étaient portées sur la psychologie, le développement personnel, etc. Du coup, voilà comment j'ai découvert le yoga. Et à partir de là, ma famille d'accueil aussi, elle tenait un studio de yoga en Australie. Enfin bref, tout s'est fait pour que je sois entourée du yoga. Ouais, c'est ça. Et que je tombe amoureuse tranquillement de cette discipline. D'accord. Et tu as fait ta formation de yoga en Australie, du coup ? Alors, du coup, j'ai commencé avec elle. En fait, je lui ai demandé de faire des cours particuliers pour qu'elle m'enseigne tout ce qu'elle pouvait m'enseigner. Donc, ça n'avait rien de certifiant. Et du coup, après, je suis partie en Inde parce qu'elle m'avait recommandé d'aller là-bas, donc à Rishikesh. J'avais aucune notion de ce qu'étaient les formations à Rishikesh. Donc voilà, je suis allée un petit peu sans savoir où j'allais tomber. Et du coup, j'ai fait ma formation de 200 heures en Inde. Et après, j'ai continué à me former continuellement, en fait. Je fais des formations professeurs tous les 2-3 mois, que ce soit dans certains studios sur la côte ou alors à Bordeaux. Là, je vais faire une formation au Sri Lanka, donc c'est pour ça que je parle et que je ferme le studio. Donc,
Je vais faire ma formation là, je pars samedi sur du yin yoga et sur les méridiens chinois. Voilà, donc c'est une formation continuelle. Génial. Et est-ce que dans ta formation de yoga, vous avez abordé les principes de l'Ayurveda? Eh bien, il me semble pas qu'on ait abordé du tout l'Ayurveda. Ou alors, non, je me rappelle pas qu'on ait parlé des doshas ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que tu as connu après? Par contre, il y avait les rituels, par exemple le grattage de langue, etc. Oui, mais on n'a pas eu de cours spécifiques Ayurveda. Je crois pas. Quel type de yoga proposes-tu au studio Life? Alors du coup, vu que j'ai une formation de Hatha, c'est un yoga assez traditionnel que je propose. Après, je l'ai un peu adapté à différents profils, on va dire. Car il y en a qui aiment faire un yoga assez doux, assez relaxant, d'autres qui préfèrent un yoga très dynamique. Et moi, c'est vrai que le yoga que j'ai appris en Inde était quand même assez costaud, donc pas du tout adaptable non plus à certains corps physiques avec certains traumas. Donc, et encore plus avec ma formation d'infirmière, je voulais proposer aussi un yoga qui soit vraiment adapté à des personnes qui habituellement ne peuvent pas forcément faire du yoga. Donc, il y a à la fois du yoga doux qui est plutôt adapté justement aux personnes qui ont des pathologies, mais aussi des personnes qui veulent simplement avoir une pratique relaxante avec des postures d'étirement au sol. On travaille quand même, on fait quand même des étirements, mais ça reste accessible, même si les gens ont du mal à s'asseoir, du mal à se lever, etc. J'ai plein de petites techniques. Donc ça, c'est le premier yoga que je propose. Après, donc il y a le Hatha classique que j'ai appris. Donc là, c'est celui qui est le plus connu, avec les salutations au soleil, les chiens tête en bas, toutes ces postures si souvent entendues. Ensuite, il y a le Hatha Flow. Donc le Hatha Flow, ça ressemble un peu à du Vinyasa pour ceux qui connaissent un peu. C'est ramener une fluidité avec la respiration et les postures. Les postures d'ailleurs vont être un petit peu plus avancées certaines fois. Et ensuite, je propose du Yin Yoga. Donc le Yin Yoga, c'est un yoga assez méditatif. En général, je le fais le soir avec les bougies autour. Enfin, tous mes cours le soir sont avec des bougies, mais on fait une petite ambiance. On utilise pas mal aussi les huiles essentielles, les pierres. Il y a toujours une thématique, mais voilà, c'est vrai que dans le yoga doux, on travaille l'étirement vraiment profond, plutôt la capacité de ramener l'attention au corps. Moi, je trouve que c'est un très bon yoga pour travailler quand on est un peu hyper productif et qu'on a du mal à se poser. Et ensuite, il y a du yoga nidra qui va bientôt venir quand j'aurai fini ma formation. Donc là, c'est encore tout un autre chapitre. Il me tarde d'ailleurs de le proposer. En Ayurveda, on recommande ou bien on décommande les activités physiques en fonction de son profil ayurvédique, de son dosha. Par exemple, les personnes de type Vata devraient privilégier des activités qui favorisent des mouvements réguliers, des mouvements calmes, des mouvements doux qui vont permettre de travailler sur l'ancrage. Pour les personnes de type Pitta, on va favoriser plutôt des activités ludiques, divertissantes, énergiques, qui vont leur permettre en fait d'évacuer le stress, mais aussi des activités calmes, fraîches et contemplatives pour apaiser la colère qui peut être présente chez les Pitta. Et enfin, pour les personnes de type Kapha, il faut plutôt trouver des activités qui les motivent, afin qu'ils s'engagent pleinement, et des activités qui soient dynamisantes, énergiques également, afin de les faire bouger, de les faire transpirer. Quel yoga tu conseillerais en fonction des doshas? Alors après, en fonction déjà du type de yoga qu'on enseigne, il y a des yogas qui sont un peu plus ou moins adaptés à certains doshas. Par exemple, si on fait du Bikram, clairement, c'est pas forcément conseillé, je pense, pour des Pitta qui sont déjà bien chauds. Donc, le yoga Bikram, tu peux rappeler peut-être ce que le yoga c'est? Bikram, c'est un yoga qui est fait dans une salle surchauffée et avec des postures très dynamiques. Et donc voilà, pour quelqu'un qui habituellement a déjà un esprit assez combatif, qui a envie de toujours se pousser plus fort, bien sûr qu'il va être attiré par ce genre de yoga. C'est pas forcément le mieux pour ce type de dosha, par exemple. Ce que j'apprécie avec le Hatha, c'est que je le trouve assez complet pour l'ensemble des doshas. C'est-à-dire que que ce soit du yoga, du yin, du Hatha flow ou du Hatha, moi je le forme toujours de la même manière, avec donc une partie relaxation, une partie intériorisation pour poser, une partie un peu plus physique. Même dans le yoga doux, il y a quand même une partie à un moment qui engage quand même le corps. Et de retour ensuite vers une méditation et une relaxation. Dans ce qui va être plutôt type Kapha, qui a besoin de sortir de la léthargie, c'est pas mal d'essayer du Hatha Flow pour transpirer un petit peu, pour se dépasser un peu, aller en dehors de sa zone de confort.
Pour ceux qui vont être Vata et qui ont 1000 pensées à l'heure et qui ont besoin de se poser un peu, le Yin, c'est aussi une très bonne option. Le Nidra aussi, c'est très bon aussi pour les Vata, je pense. Et ensuite, pour les Pitta, le Hatha aussi, c'est une bonne formule parce que c'est assez... moi, j'aime bien avoir des thématiques, donc parce que je suis aussi Vata Pitta, donc j'aime bien qu'il y ait un début, une fin, savoir où je vais, que ça soit un peu ludique, qu'à la fois je m'amuse, mais qu'en même temps je m'intériorise. Donc voilà, j'essaie de proposer ça dans l'ensemble de mes cours. Donc Pitta, Yoga Do, évidemment, ça aiderait aussi, Yin aussi. Mais Et puis c'est vrai qu'à chaque début de cours, comme on en avait déjà parlé, tu apportes des notions et du coup le Pitta il s'y retrouve parce que tu apportes de la connaissance en fait. Tu décris vraiment l'histoire, soit du yoga qu'on va faire le matin, soit d'une notion en particulier, que ce soit la paix, la présence, des choses comme ça. Donc le Pitta s'y retrouve parce que tu as le côté connaissance apportée, quoi. Il peut remplir son cerveau. Ah ça, j'aime bien remplir les cerveaux. Moi je parle beaucoup dans mes cours. Donc, oui, mais les gens apprécient, je pense. Tellement de choses à dire. Donc voilà, je pense que, pour moi, les bons cours de yoga, en tout cas, moi, les cours de yoga que j'apprécie, c'est les cours de yoga où je vais avoir cet ensemble. Il y a des cours où je suis allée où c'était très dynamique et j'ai apprécié sortir avec vraiment cette sensation d'avoir travaillé sur mon corps. Mais le Shavasana était complètement bâclé. Enfin, le Shavasana, pour ceux qui connaissent pas, c'est la relaxation finale. Et même si mon Vata était très content que ça se termine vite, mais à la fin, voilà, il manquait l'aspect plus spirituel, il manquait la reconnexion à soi, il manquait cet aspect-là. Et du coup, c'est vrai que j'insiste un peu sur le Shavasana, en tout cas dans mes cours, c'est une partie vraiment importante pour moi, quel que soit le type de yoga que je propose, et qui me semble essentiel d'ailleurs pour tous les doshas. Et ce que je conseillerais en bref, quel que soit son dosha, c'est d'essayer de voir, parce que même un type de yoga va être influencé aussi par la personnalité du professeur, donc d'essayer plusieurs types de yoga différents et de pas aller forcément vers le yoga qu'on préfère toujours, essayer justement ceux qui sont un peu plus challengeants, et même dans les postures aussi. Souvent les postures qu'on n'aime pas, c'est exactement ce qu'on a besoin de travailler, donc d'aller vers aussi ces zones un peu d'inconfort pour essayer d'équilibrer un peu le tout. Et donc, tu proposes également des ateliers, des cours de méditation. Quels sont les impacts de la méditation dans le quotidien, selon toi ? Ouf. Alors là, en fait, moi, la méditation, je pense que c'est l'outil fondamental. D'ailleurs, le yoga, à la base, est fait pour tenir la méditation, tenir la posture du lotus, qui est donc une posture quand même assez exigeante physiquement. Et la méditation, c'est vraiment le cœur de la pratique. Et j'ai l'impression un peu que pendant toutes ces années, quand je lisais plein de choses sur le développement personnel, qu'il y avait plein de notions, plein de concepts, plein de trucs à mettre en place, etc., je me perdais un peu dans toutes ces notions. Et ce qui ressortait toujours à la fin, en bref, c'est médite et ça ira mieux. Et tout simplement parce qu'on passe... on est hélas maintenant beaucoup dans le matériel et du coup, on peut voir notre corps changer, par exemple, si on a une mauvaise alimentation... on va vouloir avoir un impact du coup là-dessus, alors que le cerveau, on voit pas s'il se dégrade ou pas. Et la méditation, pour moi, c'est un peu la musculation du cerveau. C'est prendre soin de cet état-là. Et donc concrètement, ça va avoir un impact énorme. Au niveau de neuroplasticité, c'est impressionnant et c'est génial que la science s'y intéresse parce que ça démystifie un petit peu, même le yoga, que ça soit... moi, j'aime beaucoup lier la science et aussi la partie spirituelle parce qu'en fait, les deux vont ensemble. Sauf que, voilà, il y a un certain cynisme spirituel qui fait qu'on a toujours besoin de la science pour prouver que les choses existent. Et la méditation, maintenant, ça y est, ils ont prouvé. Niveau neuroplasticité, c'est incroyable. Alors, je vais pas me rappeler de tous les cortex, etc., qui sont utilisés, mais en bref, ça va améliorer la mémorisation, la concentration, l'empathie, la bienveillance. Ça travaille sur ces zones-là, spécifiquement dans le cerveau. Donc, ça fait pas du mal, même pour soi, de se sentir plus compassionné. Ça va améliorer le stress. Moi, quand j'ai commencé ma formation thérapeutique pour le traitement des dépressions post-traumatiques, donc le programme MBSR, c'est typiquement fait pour ça. C'est pour réduire le stress en 8 semaines. Ça va aussi aider à changer les schémas neuronaux. Et ça, c'est super intéressant qu'on est dans une dynamique de transformation personnelle, car ça fait des années qu'on a pensé d'une telle façon. Et au fur et à mesure de méditer régulièrement, on change un petit peu les canaux neuronaux qui sont habitués à tout le temps aller vers le même chemin, les mêmes réactions émotionnelles. Donc ça ramène une certaine indépendance émotionnelle. Et moi, personnellement, depuis que j'ai commencé la méditation, ma vie a assez phénoménalement changé.
car ça guide mieux les choix. On sait ce qui est bon pour soi, on sait ce qui l'est pas, on se rend compte que tout d'un coup, en fait, ça faisait un moment qu'on se sentait pas forcément bien, ou qu'on avait même tel ou tel problème dans le corps, parce qu'en fait, on est enfin à l'écoute. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'outil fondamental. Les bénéfices en sont tellement nombreux que je recommanderais à tout le monde d'en faire. Et c'est pas facile de le faire seul chez soi, de mettre la dynamique, de le faire régulièrement chez soi. C'est pour ça que j'avais proposé de faire un cours, parce que moi, première, j'aimais faire des cours en groupe pour redynamiser ma pratique personnelle, en fait. L'idéal, c'est de faire les deux. Et puis tu donnes des outils, j'imagine, pour après le faire chez soi aussi, plus simplement. C'est ça, c'est que tout seul, si on se lance tout seul, après, il y a plein d'applications gratuites maintenant, c'est fabuleux pour ça. Mais par exemple, moi, maintenant, si je peux faire ma méditation toute seule, c'est parce que je l'ai assez fait en groupe et que je sais comment faire mon body scan, vers quoi me concentrer sur ma respiration. Sinon, c'est un peu le flou, on laisse juste le cerveau faire ce qu'il veut. Ça peut être intéressant, pour une fois, le cerveau, il fait rien, il a le temps de penser à plein de choses. Mais voilà, c'est pas... c'est mieux, en effet, d'être guidé dans un premier temps, que ce soit avec une appli ou un cours en collectif. Et ce que j'aime bien dans le cours collectif, c'est qu'à la fin, on échange. D'accord. Et ça, c'est super intéressant. Ce qui ressort à la fin de l'imitation, c'est... On voit qu'on est tous pareils, en fait. Hein. On est clairement tous les mêmes. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui disent je n'arrive pas à méditer, ou je n'arrive pas à me relaxer avec une méditation, ou la méditation, ça ne marche pas chez moi, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Je pense que du moment qu'on a un cerveau, la méditation, elle est faite pour tout le monde. C'est un peu comme si on a un corps et qu'on n'a pas envie d'en prendre soin. Alors, il y en a qui vont dire le sport, c'est pas fait pour moi. Peut-être, mais si. Ça serait quand même bien que t'en fasses un peu. Donc, l'idée, par contre, en effet, de la méditation qui est censée être relaxante, ça, c'est un leurre. Parce qu'une méditation, ça peut absolument ne pas être relaxant. Si on regarde à l'intérieur de soi et qu'on voit qu'on est très angoissé, qu'on n'a pas mis le nez dedans depuis longtemps, ça peut être désagréable, hein, même d'observer, de faire l'état des lieux de ce qu'il y a vraiment. Donc la méditation n'est pas une relaxation. Par contre, qu'on a eu l'habitude d'être vraiment dans ses pensées, c'est très difficile au début. C'est vraiment un exercice. Mais c'est comme si on n'a pas fait de sport pendant 20 ans et que tout d'un coup on commence à faire quelques pompes et on se rend compte qu'on n'a plus de bras. C'est exactement pareil. Ce qu'il faut, c'est bien sûr de la persévérance. Au fur et à mesure qu'on médite, c'est de plus en plus agréable, et surtout la sensation magique qu'il y a quand enfin on a l'impression de ne plus être ses pensées. On voit la pensée arriver, on se dit mais ça c'est qu'une pensée, c'est pas moi. Et ça donne une libération tellement folle que vraiment, même ceux qui pensent que c'est pas fait pour eux, c'est juste qu'ils n'ont pas goûté encore à ça, mais le jour où ils y goûtent, ils vont aimer ça. Et du coup, donc, tu disais que tu te formes là actuellement au Yoga Nidra afin de pouvoir le proposer également aux élèves. Quelle est la particularité de ce yoga et en quoi c'est différent de la méditation? Alors, il y a des caractéristiques un peu similaires, par exemple, dans le langage, déjà, qui est abordé. Par exemple, on va travailler, on appelle ça des rotations de conscience en Yoga Nidra, c'est-à-dire on va aller amener l'attention sur certains points du corps, par exemple, ce qu'on peut faire aussi en méditation. La différence fondamentale pour moi entre la méditation et le Yoga Nidra, c'est que la méditation, c'est quand même un exercice d'attention, un exercice de concentration. Le Yoga Nidra, non. Vous endormez en plein Yoga Nidra, il n'y a pas de problème. C'est pas un souci, parce que de toute façon, on ne s'adresse pas au cerveau conscient. On s'adresse justement à une toute autre partie, la même partie qui rêve, qui sommeille. Et en fait, le Yoga Nidra, on voyage entre les différents états de conscience, entre les différentes zones cérébrales. Donc c'est pour ça que c'est très paradoxal. À un moment, vous allez entendre la voix, mais vous n'allez plus entendre vraiment les mots. Vous allez vous sentir endormi, mais en même temps complètement alerte. C'est vraiment ce voyage entre les deux, où pour une fois, on se laisse complètement guider. Il n'y a pas d'effort particulier. Alors que la méditation, quand même, c'est un exercice. C'est quand même différent à ce niveau-là. Et puis même au niveau postural. La méditation, normalement, c'est assis. Le Yoga Nidra, c'est allongé. C'est confortable, bien soutenu, au chaud. La méditation, on peut faire la méditation en mouvement, la méditation de pleine conscience. En fait, la méditation, c'est être dans le présent. Alors, dans le Yoga Nidra, on ne s'adresse pas forcément à la présence. Okay. Voilà. Très bien. Eh ben, écoute, on arrive presque à la fin de l'épisode. Alors, on rappelle qu'à la fin, tu vas nous proposer une méditation pour nos auditeurs, une petite relaxation. Juste avant ça, on a nos questions rituelles dans le podcast. Ouais. Quels sont tes rituels à toi pour prendre soin de ta santé? Mes rituels à moi.
Alors, je suis pas très bonne dans la régularité, donc les rituels, je les fais un temps, et ensuite je les oublie, j'en passe à d'autres. Donc là, mes rituels actuels de ce mois-ci, je dois avoir une obsession avec mes cheveux. Je fais beaucoup de soins avec beaucoup d'huiles différentes. Je me fais des bains d'huile, je me fais aussi des bains d'huile pour le visage. Je fais le grattage de langue avec aussi l'huile de sésame, dont je me rappelle jamais le nom. Tu m'as dit le gant-douche. Et je crois que... Est-ce que tu médites du coup, toi, pour ta pratique personnelle, ou tu te fais un yoga en plus de tes cours, ou ça ferait trop? Alors là, en fait, personnellement, depuis quelques mois, ma pratique personnelle est assez diminuée parce que c'est vrai que j'enchaîne beaucoup les cours. Et après avoir passé 10 heures au studio, le soir quand je rentre à 21h, 22h, j'ai pas l'envie de me faire une pratique en plus. Mais par contre, du coup, je pratique en extérieur. J'aime beaucoup prendre des cours à l'extérieur. Donc, je suis un peu tatillon sur les professeurs, mais maintenant, j'ai mes professeurs et voilà, je vais prendre mes cours à l'extérieur. Au niveau de la méditation, c'est pareil, c'est aussi beaucoup en phase. Ça, c'est mon grand challenge depuis des années. Je veux méditer tous les jours. Plus je me mets la pression pour méditer tous les jours, moins je le fais, évidemment. Et du coup, voilà, je fais aussi des yoga nidra. J'ai des enregistrements de yoga nidra que je fais des fois voilà, le soir avant d'aller dormir. Mais ce que j'ai bien aimé d'ailleurs dans la formation de yoga nidra, c'est qu'il disait ce qui est important, c'est la régularité. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tous les jours, mais juste le faire de manière régulière. Donc voilà, si déjà je fais mon yoga nidra, même si c'était qu'une fois par mois, ça serait déjà régulier. Voilà. Bon, je fais plus souvent, mais voilà, au niveau des rituels, c'est à peu près tout. Bon, alors j'en ai, mais ça devient tellement habituel que c'est même plus des rituels pour moi. En fait, c'est juste ma manière de vivre et je m'en rends plus compte. Mais j'ai pas assez réfléchi à la question. C'est ça la force du rituel, Ouais, c'est quand il est devenu tellement commun, ancré qu'on se rend plus compte que c'est en bien. En fait, je veux dire en toute honnêteté, c'est quand j'ai entendu la question sur les rituels. Je me dis, mais moi, c'est quoi mes rituels? J'en ai pas. Et j'ai un petit peu réfléchi. Je me dis, bon, déjà, il y a le grattage de langue. Il y en a qui considèrent comme un rituel. Enfin, il y a plein de petites choses. Des fois, je fais les mitipotes. Enfin, voilà, il y a des choses, je m'en rends même pas compte qu'on peut appeler ça rituel, en fait. Ou, par exemple, j'ai des rituels un petit peu de loi d'attraction. J'aime beaucoup écrire. Donc, j'écris beaucoup à l'univers. Je demande beaucoup. Enfin, je remercie. Voilà, je le fais très régulièrement, que ce soit pour les phases lunaires ou pas. Et ça, voilà, c'est devenu tellement habituel que c'est juste une seconde nature maintenant. Et quels sont tes projets pour les mois et années à venir? Alors pour les mois prochains, ça va être à fond yoga encore. Surtout là avec le studio Life qui prend vie, avec tous les intervenants qui commencent à se greffer à l'aventure. Enfin, là, je suis extrêmement emballée par ce nouveau centre qu'on ouvre à Dax où il n'y a rien dans le coin. Donc, je suis vraiment contente de ça. Et je sais que voilà, ça va me demander beaucoup d'investissement. Mais ça m'enjaille. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Donc, ça va être ça pour toute l'année. Et puis, les formations continuent. Formation Yoga Nidra en avril. La formation Yin Yoga et Méridien Chinois en décembre. Et après, en général, j'ai remarqué que je faisais que des plans sur 1 an. Je fais un plan sur 1 an. Donc voilà, c'est pour l'année, là, ça restera les années à venir, je sais pas, on verra ce qui se passe. On verra dans 1 an, on se rappellera. Puis surtout en plus avec le yoga, l'univers m'envoie les choses, oui. Donc je laisse venir et je verrai ce qui se passe. On arrive à la dernière question du podcast, l'instant de gratitude. Si tu avais quelqu'un à remercier, ou de manière plus globale, quelque chose à remercier, qu'est-ce que ce serait? Voilà, c'est un peu... c'est presque trop large en fait, parce que souvent, pendant mes cours, je propose de faire l'exercice de gratitude à la fin, après le Shavasana. À chaque fois, ça me met presque les larmes aux yeux, parce que j'ai beaucoup trop de raisons d'être dans la gratitude. Enfin, rien que déjà d'être professeur de yoga, alors j'aimais être infirmière, hein, mais de pouvoir travailler tous les jours et faire quelque chose vraiment que j'aime, et enfin, ça va faire très... presque commercial, mais vraiment j'aime mes élèves. Je suis, enfin, chaque fois ça me met vraiment remplie de gratitude de voir qu'ils sont là, qu'ils sont venus, qui sourient, qui sont à la fin en train tous de se faire namasté. Enfin, rien qu'au niveau professionnel, j'ai énormément de chance et à chaque fois je me sens très reconnaissante de ça. Puis après, au niveau de la famille, au niveau des gens qui nous ont aidés aussi pour le local, au niveau
familial, social, je peux dire merci à tout. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Alors bien sûr, il y a des choses qui vont pas toujours bien, mais mais sincèrement, merci l'univers parce que tu m'envoies de l'abondance positive partout. Eh ben, merci Mayana pour toutes ces infos et ces conseils. Mhm. Alors maintenant, nous allons te laisser notre micro pour que tu puisses offrir un moment de relaxation à nos auditeurs. Et merci pour ce partage. Merci à vous. Merci Mayana, merci beaucoup. Donc là, je vais vous proposer une partie de Shavasana, en fait, la dernière posture qu'on fait en yoga, qui est une posture allongée, et qui est une posture extrêmement importante en yoga, car c'est dans celle-ci où on vient enfin se recentrer et venir ressentir les bénéfices de l'ensemble de sa pratique. Donc même si vous n'avez pas fait de cours de yoga juste avant, vous pouvez très bien faire cet exercice. Vous prenez une position confortable, l'idéal étant d'être allongé sur le dos, d'avoir les bras relâchés. Si vous êtes dans votre lit ou sur un tapis de yoga, vous pouvez avoir les bras relâchés le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Et tranquillement dans cette posture, vous allez commencer simplement à vous glisser vers l'intérieur de vous-même, dans un espace au creux de vous, où la pensée, l'activité du mental commence à laisser la place à un peu plus de présence. Donc pour cela, naturellement, vous allez laisser votre corps se relâcher dans la posture, en commençant par porter votre attention sur l'espace du visage. Tout l'espace du visage, vous commencez à relâcher les muscles au niveau du front, tous les muscles du front et de la naissance des sourcils. Vous laissez les tempes se relâcher, les paupières s'alourdir sur les yeux. Et relâchez tous les muscles ici que vous avez autour des yeux. Sentez les pommettes qui se relâchent, les joues qui se détendent, vos mâchoires qui se desserrent complètement, amenant la langue à un relâchement complet, profond, la langue qui devient lourde dans le palais, ramenant un relâchement également des lèvres, du menton et de l'ensemble de la peau du visage, jusqu'au niveau des oreilles et du cuir chevelu. Commencez à sentir l'ensemble de votre visage complètement détendu, relâché. Le visage reposé, doux, sans aucune tension. Et laissez le relâchement musculaire glisser le long du corps au niveau de la nuque, de tous les muscles des trapèzes, de la gorge, de la thyroïde. Ramenant le relâchement au niveau des trapèzes, au niveau des épaules. Sentez vos épaules qui s'alourdissent complètement, qui se posent tranquillement. Avec une certaine sensation de lourdeur qui commence à se glisser dans les bras. Un relâchement musculaire au niveau des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets et des mains. Sentant une lourdeur dans le creux des mains, les doigts complètement relâchés, légèrement recroquevillés. Simplement ces bras qui deviennent bien lourds, bien relâchés. Installant progressivement cette relaxation qui descend dans l'arrière du dos, sentant votre dos qui s'étale confortablement contre le support. Vertèbre après vertèbre, chaque muscle qui se relâche autour de chaque vertèbre, jusqu'au niveau du bassin. Sentez tout votre dos qui s'étale, qui se fond, qui s'alourdit. Sentez vos poumons qui se relâchent. Dans cet espace pulmonaire, le va-et-vient naturel, fluide et calme de votre respiration. Ce lien intime avec cette respiration qui vient vous bercer telle des vagues, amenant le seul mouvement dans le corps,
Sentez tranquillement la relaxation descendre dans le ventre. La relaxation descend autour des muscles fessiers et le long des jambes, les articulations des genoux. Se relâcher, se détendre complètement. Les mollets, les tibias, les chevilles. Chaque tissu, chaque muscle qui se relâche profondément. Où la lourdeur s'installe, où le corps se pose, comme s'il était attiré par la gravité. Dans cet espace où pour une fois vous amenez le corps et l'esprit à être dans la passivité la plus complète. Vous revenez ici, loin du brouhaha des pensées, du monde matériel. Vous pouvez simplement être en contact avec vous-même. Dans cet espace de transition entre la conscience et l'inconscient. Cet espace d'intériorisation profond. Je vous propose de vous laisser envelopper par le chant de Gayatri Mantra. Un chant sacré, venant célébrer la partie lumineuse et divine, en chaque chose, en chacun de nous. Nous rappelant de nous connecter à cet espace, à cette force subtile, puissante, à cet espace de lumière, en gardant le cœur ouvert, l'esprit ouvert. Purdat Swaha Tan Samvetum Varenyam
Bhargo devacya dhimāhi Dhiyo yo na prachodayāt Om Gururat Swaha Tansam Vetum Varenyam Bhargo devacya dhimāhi Dhiyo yo na prachodayāt Doucement laissez la respiration s'approfondir et parcourir l'ensemble de votre corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Commencez doucement à venir amener du mouvement dans le bout de vos doigts et de vos orteils. Gardez ici ancré ce sentiment de relâchement, cette connexion avec votre centre, avec cette partie calme, cet espace de quiétude en vous. Cet espace auquel vous pouvez vous connecter à chaque instant, en prenant le temps simplement d'immobiliser le corps, de revenir chez vous dans cet espace de ressourcement complet. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez doucement basculer sur votre côté droit, en posture du fœtus. Dans cette posture, qui est ici symbole de renaissance, de renouveau et de lien à soi. Une posture de transformation où vous avez l'occasion de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus utile à votre bonheur. Que ce soit des schémas limitants, des chagrins, des rancœurs. Laissez derrière vous, délestez-vous de tout ce qui charge le mental, de tout ce qui charge le cœur, pour laisser plus d'espace à la présence. Quelle que soit votre pratique, quelle que soit l'idée que vous avez eue de cette relaxation, si ça a été agréable, désagréable, facile, difficile, chacune d'elles est utile. Que vous le vouliez ou non, vous ressortez avec les bénéfices d'une conscience légèrement plus élevée, d'une présence. Prenez le temps de laisser de l'espace à ce qui vous inspire. Quand vous sentirez que c'est le moment pour vous de terminer votre pratique, en prenant tout votre temps, uniquement quand vous sentez que c'est votre moment, vous pourrez alors doucement repousser le sol de votre main.
et vous installer en posture assise pour un espace de méditation. Où vous observez simplement comment vous vous sentez à la fin de votre relaxation. Pour terminer cette relaxation, je vais venir chanter 3 hommes et 3 chantines. Le homme qui est ici un son guérisseur, le son originel. Ressentez simplement les vibrations. Si chez vous, vous voulez aussi chanter le homme, vous pouvez chanter le homme. Et venir ressentir les vibrations dans l'espace du cœur. Et simplement englober toute l'expérience vibratoire de ce chant. Shanti, Shanti, Shanti. Si vous le souhaitez, vous pouvez ramener les mains jointes au niveau du front pour des pensées qui nous guident, un esprit clair et présent. Amenez les mains devant la bouche. Pour des paroles qui expriment notre vérité et nos besoins, avec tendresse et compassion. Ramenez les mains au niveau du cœur, pour un cœur aimant, plein d'amour inconditionnel, pour soi-même et pour les autres. Namasté. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!